Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 26 octobre 2018, Marlène Villeneuve, conseillère en orientation du Centre matapédien d'études collégiales, vous présente deux options préuniversitaires. Nous vous avons ramené des images du congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Le plus gros salon de l'emploi qui a eu lieu à Montréal attire des candidats et candidates chez nous. Nous vous présentons des images de la fête des moissons qui avait lieu à Albertville cette année. Le cinéma Figaro vous présente sa programmation. La Maison des jeunes La Jeunatech prépare sa fameuse maison hantée pour l'Halloween. Le Salon des artistes et artisans se tiendra du 2 au 4 novembre au Centre récréo-culturel d'Amqui. Et finalement, nos images de la tempête du 18 octobre sont devenues virales sur le web. Dans le cadre du 8e Salon des mots de la Matapédia, des jeunes des quatre coins de la vallée vous présentent le spectacle littéraire Dans la peau des mots sous la gouverne de l'auteur Philippe Garon. Êtes-vous là? Poèmes, théâtre et musique seront au rendez-vous. L'émission sera diffusée du 26 au 30 octobre prochain, en plus d'être disponible sur la chaîne YouTube de votre TVC. La TVC de la Matapédia, on s'y retrouve partout. Normalement, là, peu importe l'endroit, là, c'est libre. Dans le fond, il y a tellement de choses à voir un peu partout. Fait que c'est intéressant de marcher, peu importe l'endroit. Bonjour, moi c'est Nathalie Imbeau. Je suis agente accueil téléphonique à la Caisse Vallée de la Matapédia depuis 31 ans. Je suis ambassadrice du mois d'octobre pour le plein air, surtout la marche. J'ai commencé à marcher pour le défi 530. Je me suis dit à un moment donné, pourquoi pas faire un petit défi 6 semaines pour voir ce que ça allait donner. Par la suite, après les 6 semaines, pourquoi pas rajouter un autre 6 semaines, puis le défi s'est allongé au fur et à mesure. Puis là, je me disais, bon, l'hiver s'en vient, je vais essayer l'hiver, voir ce que ça va donner. Puis le printemps, puis quand j'ai réussi à faire une année consécutive, pourquoi pas 2 ans? On continue. Puis ça va faire ma 6e année, là, presque ma 7e année là, au mois de mars l'année prochaine. Au début, je me disais, je vais aller marcher dehors, c'est quoi je vais faire? Parce que ça me prend un point X à aller au point... Puis il fallait que j'aie une destination. Mais maintenant, là, j'ai plus de destination. Je pars, je vais marcher, puis il faut commencer tranquillement pour arriver à avoir une meilleure condition physique. Puis après ça, ça va y aller naturellement. Si au point de départ, il fait pas beau, je me mets une musique entraînante, je vais. Puis après ça, là, dès que j'ai mis le pied dehors, je suis habillée, c'est déjà parti. Je m'occupe plus de la température. Des fois, l'hiver, je peux avoir les cils gelés parce qu'il fait une tempête, mais c'est pas grave. C'est super le fun. Peu importe la saison où on est, on peut trouver des avantages partout. Puis ça me fait du bien. C'est un moment que je m'étais donné initialement, un petit 30 minutes à moi. Pour moi, puis il n'y a pas personne qui veut me l'enlever, c'est juste à moi à le prendre puis dire, OK, on s'en va marcher puis c'est réglé. Je me dis, les obstacles, c'est juste moi qui va me les donner, mais je m'en trouve pas. Il faut être bien habillé, il faut avoir des bonnes chaussures, il faut avoir un parapluie, il faut tout avoir notre équipement, puis avec ça, on est capable d'affronter n'importe quelle température. Puis le défi, doublement, c'est ma température qui me le donne parce que je vais m'ajuster avec ce que je vais voir autour. Puis là, je me dis, OK, comment il fait dehors? Puis après ça, je suis partie. Quand tu t'en vas marcher, là, ce qui t'est arrivé un petit peu avant, tu l'as complètement oublié. Tu reviens, ton énergie est revenue. Ton après-midi ou ta fin de journée va être meilleure parce que tu as tout délesté ce que tu avais, peut-être de mauvaises ondes ou de mauvaise fatigue.
est reparti pour finir la journée en beauté. Je l'espère que je suis contagieuse d'amener mes collègues à venir marcher. J'ai des collègues qui sont venus avec moi. On choisissait notre terrain de jeu pour aller marcher selon la température, selon leur capacité aussi. C'est sûr que je ne les amenais pas à monter des côtes, mais dans la ville d'Amqui, il y a des endroits où on peut aller. C'est merveilleux. Il y a des sentiers où il y a des pistes où on peut circuler. Il y a tellement d'été, une belle chaleur. Là, on est tellement bien. Là, il y a des belles petites tables de pique-nique si on veut pique-niquer en marchant entre les deux. Mais il n'y a pas de territoire où on ne peut pas aller. Puis les amis, bien, ils viennent avec moi, puis c'est le fun. Bonjour à vous. Ce n'est pas la période d'inscription au CEMEC, mais comme il est très difficile de faire un choix de carrière, nous avons pensé prendre un peu d'avance pour vous présenter ce que le CEMEC a à vous offrir. Cette semaine, c'est Sciences humaines et sciences de la nature que Marlène Villeneuve, conseillère en orientation, vous propose. Suite au tremplin DEC, on peut avoir accès à des DEC préuniversitaires ici au CEMEC. Il y en a 2, sciences humaines, sciences nature. Sciences humaines, parle-nous un peu de qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, les sciences humaines? Bien, tout d'abord, c'est bon de se rappeler que c'est des sciences. En premier, c'est donc ça. Des fois, on se dit, ben, les sciences, ça, c'est de la chimie, c'est de la physique, ces choses-là, mais les sciences humaines, c'est aussi de la science dans le sens qu'on se pose des questions sur le fonctionnement de la société en général, puis bon, selon différents aspects là aussi. Puis on peut faire des recherches par rapport à ça. Donc ça initie, je dirais, là, les étudiants là, à ce domaine-là. Donc c'est sûr pour ça que c'est un préuniversitaire dans le sens qu'on peut pas aller sur le marché du travail après un DEC en sciences humaines, ou en tout cas, on n'aura pas mieux comme condition de travail que ce qu'on a en sortant avec un DES. Oui. Parce qu'on n'a pas appris un métier en tant que tel. Okay. Mais bon, pour revenir à ça, ça s'adresse aux jeunes qui ont aimé beaucoup dans leur secondaire tout ce qui avait trait à l'histoire, la géographie, l'éthique, toutes les questions là, comme plus d'ordre social, monde contemporain, bon, éducation économique, ça, qui est nouveau aussi. Donc, c'est vraiment pour pouvoir attirer ces jeunes-là vers des carrières comme plus universitaires là, dans ces différents domaines-là. OK. Je sais que vous avez un voyage humanitaire d'organisé par les sciences humaines. Ici, c'est une concentration très dynamique au CEMEC en les sciences humaines. Qu'est-ce qu'il y a de différent de venir en sciences humaines à Amqui que d'aller à Sainte-Foy, mettons? Bien, je dirais... un peu la même chose que par rapport à l'ensemble de nos programmes, c'est-à-dire le niveau de pas d'individualité, mais de qu'on va une proximité, ouais, c'est ça, très, entre les étudiants puis les professeurs, ça c'est certain que c'est quelque chose qu'on reconnaît chez nous puis qui est très important, je crois, pour la réussite aussi au niveau des jeunes. Puis nous aussi, on est vraiment comme dans une mesure où est-ce que on veut les garder évidemment le plus possible, puis on les travaille fort. Je dirais là pour ça là, on travaille très très fort pour eux. Puis ça, autant de nouveaux enseignants, personnel non enseignants également. Fait que ça, je dirais que ça, c'est ce que je pourrais dire là, comme particularité. Fait que c'est sûr qu'on a des petits groupes, des petites cohortes. On a des groupes de 15 environ là, au niveau des sciences humaines. Donc, c'est ça, c'est un niveau là, qui est très personnalisé. Je trouve ça le mot que je cherchais tantôt. Oui! Fait que c'est ça. Donc, je dirais que c'est la particularité principale. Ce qu'on a aussi, que je pourrais dire au niveau des sciences humaines, c'est que on cherche à avoir vraiment une expérience qui est très terrain également. Même si c'est un programme qui est très théorique, on cherche à aller comme à aller voir, à appliquer ces notions-là au niveau du terrain. On parlait comme, par exemple, du voyage humanitaire, mais c'est un voyage qui est offert à tous, en passant, okay. à tous les programmes. Mais aussi, bon, il y a des sorties qui sont faites à chaque année vers Québec puis vers Montréal pour parler de sujets spécifiques. Entre autres, bon, l'an dernier, ils ont fait un voyage pour aller voir la problématique de l'itinérance.
à Montréal. Donc, ils sont allés rencontrer des organismes communautaires, aller voir, aller faire un peu de bénévolat aussi de ce côté-là en même temps. Ils sont allés aller directement à la rencontre de ces personnes-là. Fait que ça vient chercher tous les différents aspects. Ça va chercher la psychologie, ça va chercher la sociologie, l'économie. Donc, c'est vraiment d'aller chercher tout l'ensemble de ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez précieux, assez intéressant. Puis, même dans la communauté ici à Amqui, là, ils vont aller faire de l'implication, entre autres au niveau des jeunes, au niveau de la polyvalente. Là, sont allés dernièrement au niveau des élections pour pouvoir pas inciter les jeunes secondaires à aller voter, mais leur faire une petite simulation, puis les initier à cette vie-là également. Donc, c'est ce que je dirais, là, que peut-être un petit peu plus de particulier aussi, là, cette attention qu'on a à aller voir un petit peu plus le côté concret sur le terrain, à quoi ça peut ressembler. Dans une optique aussi de voir aussi, plus tard, vers l'université, c'est qu'est-ce qu'on va choisir comme type de programme, là. Vraiment. Donc, un pré-universitaire, c'est 4 sessions, 2 ans. Par la suite, ils vont faire quoi, les jeunes qui ont étudié en sciences humaines? Les différents secteurs, il y a tout le secteur de la relation d'aide, je crois qu'il est quand même assez populaire au niveau des jeunes, donc au niveau du service social, donc travail social, la psychologie, la psychoéducation, criminologie qui est assez populaire ces temps-ci aussi là, dans les intérêts. Donc ça, il y a un domaine là, par rapport à ça. Tout ce qui est trait au droit également. Criminologie, droit, là, ça va se recouper un peu. C'est aussi quand même quelque chose d'assez populaire. Tout ce que trait le volet comme plus administratif, économique, c'est comme un peu par la bande. Mais on peut partir de sciences humaines puis aller vers vraiment toutes sortes de domaines, là. Comme au niveau de l'enseignement, évidemment. Puis, il y en a de toutes sortes, là. Mais je dirais que c'est beaucoup ceux-là qui se recoupent. Il y en a qui vont aller étudier aussi, là, plus par exemple en histoire ou en sociologie, en politique aussi, le domaine des relations publiques, les communications, ça va être très lié, là. OK. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça prend comme préalable au secondaire pour s'inscrire dans les sciences humaines? Tout simplement le DES. Okay. Donc, diplôme d'études secondaires. Il faut s'assurer d'avoir réussi les mathématiques, évidemment, de secondaire 4, qui sont de toute façon un préalable pour, le diplôme, là, mais ça, c'est suffisant pour pouvoir entrer en sciences humaines. Parfait. À chaque année, vous accueillez combien d'étudiants en sciences humaines? Plus ou moins une quinzaine, donc 15 à 20, je dirais. Okay. Parfois, on a 1 ou 2 à la session d'hiver là, qu'on va intégrer également. Mais bon, ça peut tourner aux alentours de ça, là. Marlène, un autre préuniversitaire que vous offrez au CEMEC, c'est les sciences nature. Bon, moi, sciences nature, ça sonne aller dans le bois, mais c'est pas ça vraiment, hein? Qu'est-ce que c'est les sciences nature? Les sciences nature, donc ça recoupe les sciences, par exemple la physique, la chimie, les mathématiques, la biologie. Donc ça, c'est les 4 grands champs là, qu'on a au niveau des sciences. Donc, c'est la prolongation un peu de ce qui a été vu au niveau du secondaire. Okay. Évidemment, pour ceux qui ont fait leur préalable de 5e secondaire là, au niveau de la chimie, la physique, les mathématiques. Et puis, donc, ça prolonge, dans le fond, c'est une prolongation. Donc, on continue là, nos apprentissages à l'intérieur de ça, ce qu'on va un petit peu plus loin au niveau de ça, pour pouvoir se préparer, après ça, aller à l'université là, dans différents programmes là, de toutes sortes. Là. Qu'est-ce qui distingue le programme de sciences nature des autres programmes de sciences nature à travers le Québec? Là, pour le CEMEC, qu'est-ce qui est différent? Bien, je dirais comme un petit peu tous nos programmes là, au niveau là, au niveau du CEMEC, vu qu'on est un tout petit cégep, on a une quinzaine d'étudiants par classe au niveau des sciences nature, fait qu'on peut dire que c'est quelque chose une approche qui est très personnalisée, une grande disponibilité au niveau des enseignants, là, bien évidemment, là, un bon appui, on cherche beaucoup là, à aller leur donner là, tout le service qui est nécessaire là, pour eux, là, leur donner leur appui, les heures de disponibilité, tout ça. Donc, ça, je dirais qu'il y a beaucoup de tout ça. Je dirais une grande collaboration aussi entre les différents départements. On cherche à avoir des projets communs aussi, donc, entre les différentes matières.
différentes implications aussi sur le terrain. Donc, je sais que, par exemple, ils sont associés avec l'organisme de bassin versant pour faire différentes interventions ou bien sensibilisation. Donc, ils vont avoir... ils vont faire des études, par exemple, au niveau des cours d'eau. Fait que c'est ce genre de choses-là. Donc, pour voir aussi sur le terrain directement à quoi ça va servir, c'est quoi ce genre de carrière-là scientifique qu'on peut retrouver. Là. Oui. Ça s'adresse à qui? Quel genre de jeunes s'inscrit en sciences nature? Bien, premièrement, ce que je dis aux jeunes, c'est on s'inscrit là-dedans quand on aime ça. Vraiment, quand on en mange, à quelque part, je crois que c'est nécessaire. Donc, si on a été en 5e secondaire, puis dans nos cours de chimie, nos cours de physique, on aimait vraiment ça, on avait le goût de continuer, on sort de là, puis on se dit « mais j'ai pas encore appris suffisamment », bien là, je crois que ça, c'est une bonne façon. Évidemment, il faut s'adresser à ceux-là qui s'en vont vers l'université parce qu'on n'a pas de métier suite à un DEC en sciences nature. Là, c'est pas quelque chose, même si on apprend comme différentes techniques de laboratoire, on peut pas être technicien dans le laboratoire. Ou, bon, fait que c'est beaucoup ça. Donc, le type de personnes, beaucoup des jeunes qui sont assez, je dirais, assez concrets puis qui aiment ça, là, que les choses soient bien définies aussi, là, qu'on ait mettons que je regarde les sciences humaines où est-ce que on n'a pas... Des fois, on n'a pas une bonne réponse. Hein? Des fois, ça va dans des nuances de gris et tout ça. Alors qu'en sciences nature, ben là, c'est blanc ou c'est noir. Ou bien c'est une réponse à un problème en mathématiques, c'est ça, puis c'est pas autre chose. Fait que des fois, ça s'adresse un petit peu à ce type de personnalité-là également. Des personnes qui aiment ça aller fouiller, aller rechercher plus loin. Il y en a beaucoup qui sont attirés vers le domaine de la santé. Quand ils vont en sciences de la nature, là, c'est dans le but, après ça, de poursuivre en santé à l'université. Là. Donc, tout cet aspect-là également. Là. OK. Donc, la santé est un débouché, en fait, à l'université. En quoi d'autre on s'inscrit aussi à l'université après un DEC en sciences nature? On peut en retrouver, par exemple, au niveau du génie. Donc, toutes sortes de programmes de génie, là, on peut y accéder à partir là, d'un DEC en sciences nature. Des domaines avec l'informatique aussi. Peut-être ceux qui ont un grand intérêt au niveau des mathématiques, je dirais, là, encore plus, là, ben ça, c'est un bon domaine, un bon débouché, là, également pour ça. Dans le domaine de la santé, l'enseignement des sciences, également, là, ça ouvre les portes à ça. Puis, dans le fond, c'est sûr, on a un peu le cliché de dire, ça ouvre toutes les portes. On peut aller un petit peu partout. Oui. Même si je dis aux jeunes, on s'inscrit pas en sciences nature juste parce que ça ouvre toutes les portes. OK. Parce que, c'est ça, comme je disais tantôt, il faut aimer ça, en premier lieu, ça c'est important. Là. Oui, tout à fait. Donc, tu l'as dit, il y a une vingtaine de jeunes qui s'inscrivent par session, par année à peu près avec ça. Marlène, les sciences nature, on s'inscrit n'importe quand dans l'année pour s'inscrire en sciences nature? En fait, on peut rentrer comme au cégep, c'est-à-dire on a les deux sessions, la session d'automne et la session d'hiver. C'est sûr, la plupart des gens vont s'inscrire à la session d'automne en tant que telle. C'est plus simple. Premièrement, on est certain de finir en 4 sessions. Oui. Puis la plupart viennent directement du secondaire là, également. Mais aussi, on peut s'inscrire en session d'hiver pour une première inscription. On a plusieurs cours qui n'ont pas de préalable là, en tant que tel, qui peuvent déjà débuter. La seule chose, c'est, on probablement pas terminé en dedans de 4 sessions, ça se peut que ça en prenne 5. Okay. Mais mis à part ça, il n'y a pas de problème, c'est possible de s'inscrire. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Marlène. Ça fait plaisir. Pour t'ouvrir sur le monde. Pour te dépasser. Pour atteindre tes rêves. Et pour vivre une expérience unique. Choisis le Centre matapédien d'études collégiales d'Amqui. Chaque année, toutes les télévisions communautaires autonomes des 4 coins du Québec se rassemblent pour échanger et se dynamiser entre elles. Cette année, nous vous avons rapporté des images. Donc, on vient tout juste de terminer le 20e congrès. Parle-nous un peu de l'importance d'une fédération pour des organismes communautaires, pour les télés, en fait. Qu'est-ce que ça a de... Ça fait 20 ans?
Oui, bien, je pense que la force, en fait, du réseau, c'est d'être capable de se voir, de parler de nos enjeux, d'échanger sur les différentes solutions, puis de toujours trouver des nouvelles manières de passer à travers les défis qui sont rencontrés, parce qu'il y en a toujours eu des défis, il va toujours en avoir, mais le fait de pouvoir partager la réalité, c'est ça, de brainstormer ensemble pour trouver des manières de toujours évoluer, grandir, puis de rester pertinent pour nos régions. C'est ça l'importance d'une fédération, puis c'est ça qui fait la force des TV. Puis dans notre fédération des télévisions communautaires, est-ce que tu peux décrire un petit peu le portrait de la Fédé? On est combien de télé au Québec? Oui, en ce moment, il y a 41 télévisions membres à la Fédération. On couvre 14 des 17 régions administratives du Québec. Puis c'est à peu près, là, je dirais, c'est au-dessus de 900 bénévoles, des milliers d'heures qui sont faites pour maintenir en vie les TV communautaires, l'information locale dans les régions qui sont souvent délaissées par les grands réseaux. Donc, je pense que les gens réalisent pas nécessairement à quel point c'est important, puis que c'est quelque chose de gros quand même. Et c'est quoi nos défis, d'après toi, les télévisions communautaires là, pour les prochaines années? Qu'est-ce qu'on va avoir comme enjeu à surmonter? Je dirais évidemment que le numérique, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. C'est pas nécessairement nouveau, sauf que le virage, il est toujours de plus en plus prononcé. Donc, il faut nous aussi s'adapter à ces réalités-là. Il faut trouver, faut rester découvrable pour les clientèles, pour les auditeurs qui délaissent un peu des fois le câble. Donc, il faut se tourner vers l'Internet, il faut rajeunir les auditoires, il faut réussir à intéresser ces gens-là à venir écouter la TV, s'impliquer dans la télé pour que l'information locale reste dans les régions, reste importante. Bien, merci, Amélie. Encore un autre 20 ans à la Fédération, certainement, et on se revoit l'an prochain au prochain congrès. Bien, merci beaucoup. J'espère bien, au moins 20 ans. Oui, merci. Merci. Eh bien, Isabelle, vous voyez, pour vous, aujourd'hui, c'est un retour, en quelque sorte, au niveau de la Fédération. Donc, on vous a invité pour le 20e anniversaire. Donc, comment on se sent? Bien, il y a quelques visages de gens qui étaient là au cours des années où moi, j'y étais. Mais de revoir les gens attabler comme dans les congrès que j'ai connus, mais surtout de savoir que c'est la même espèce de passion qui anime les TV. Moi, ça me fait super plaisir de voir ça. Je suis très, très contente d'être ici aujourd'hui. Et de voir aussi, on parle des anciens, mais beaucoup de nouveaux, donc de voir qu'il y a quand même une relève qui semble vouloir s'installer. Oui, puis moi, ce qui m'épate, c'est qu'ils travaillent avec une technologie que moi, j'ai pas connue. Puis je me dis, mon Dieu, ça reste quelque chose d'extrêmement vivant, ça, la production de télé pour sa communauté. Alors oui, de voir qu'il y a toujours une relève, ben c'est tant mieux, tu sais, mais de toute façon, le besoin de communiquer, il va toujours être là. Et il faut dire, donc, c'est vous, finalement, avec plusieurs bénévoles, plusieurs gens de TV qui avaient lancé la Fédération. Donc, de voir le 20e anniversaire aujourd'hui, donc, ça nous fait quand même un petit pincement. Ah, bien, en tout cas, je vais dire une phrase cliché, là, ça ne nous rajeunit pas, mais oui, 20 ans, c'est extraordinaire. Il y a 20 ans, si on avait su qu'il y aurait encore un congrès 20 ans plus tard, on n'aurait jamais osé se projeter comme ça. Parce qu'il faut quand même l'avouer, ça n'a pas nécessairement été une mission facile. Bien, ça n'a pas été une mission facile. Ça a été... Il y avait beaucoup de travail à faire, mais le besoin d'avoir un regroupement des télévisions communautaires autonomes au Québec, il était tellement puissant, puis il était tellement pertinent que, dans le fond, c'est pas si difficile comme mission. Mais il y a du travail, il y a des combats. Dans le sens que dans le temps aussi, bon, il y avait plusieurs regroupements. Il y avait la PTQ, le ROC, etc. Donc, de réussir à démontrer que la Fédération avait sa place, devait naître, ça devait pas être évident. Mais le ROC, il n'existait plus depuis plusieurs années. Dans le fond, ce qui restait, c'était la PTQ, qui était l'Association des programmateurs de télévision communautaire opérés par les câblo-distributeurs. Les télévisions communautaires autonomes avaient une petite place là-dedans, mais sans vraiment de pouvoir, et surtout pas dans un rapport égalitaire avec, dans le fond, l'entreprise qui détenait les droits sur les ondes. Donc, oui, c'était difficile. Mais
le besoin, la légitimité d'avoir un regroupement qui était fait à notre mesure, elle était là. Et un défi qui existait il y a 20 ans demeure toujours présent, le financement. Donc ça, est-ce qu'on va espérer en venir à bout? Je ne doute pas que ce soit un défi. Et Stéphane Lépine de Saint-Raymond-de-Portneuf me disait que son financement du ministère de la Culture et des Communications était de 37 000, je crois. C'est très, très, très en dessous de ce que le gouvernement s'était donné comme seuil pour financer les organismes communautaires, dont les médias communautaires. Je vois que depuis plusieurs années, ça n'a pas bougé. Puis, je ne sais pas, c'est vraiment encore la grande bataille. Là. Parce que si je me rappelle pas, dans le cas du 10e, on disait de ça là, bon, on avait fait une mini-étude, puis on disait que ça prendrait au moins 75 000 minimum pour respecter de la mission. Ouais. 10 ans plus tard, on est encore loin de là. Puis je suis sûr que ça prend pas juste 75 000 pour respecter la mission. Là, t'sais. Fait que ça, je comprends pas que le ministère de la Culture et des Communications avance pas et évolue pas dans ce sens-là. Je pense que c'est un beau combat pour vous autres pour les quelques prochaines années. Et qu'est-ce que vous diriez justement à ces valeureux combattants qui sont là semaine après semaine? Il faut toujours y croire. Puis il faut toujours croire au combat qu'on mène aussi. Il ne faut pas se décourager. Puis Ernest Laplante, il disait la résistance par le travail. Bien, je pense que oui. La preuve par l'existence. Donc, continuer à faire de la TV envers et contre tout. Et avec la technologie maintenant, si on ne l'a pas sur son téléviseur, au moins on peut le trouver sur Internet. Oui, même sur des téléphones maintenant. Là. Donc, vous suivez toujours votre programmation locale par votre TVC? Ah oui, absolument. Moi, chez nous, je ne changerai pas de technologie. Je veux garder mon Vidéotron parce que je veux garder ma télévision communautaire. Donc, à la Fédération, on peut leur dire encore un beau 20e? Oui. Longue vie au TVC. Bien, merci beaucoup. Merci. Les 11 et 12 octobre dernier, la MRC de la Matapédia a envoyé une délégation avec le Bas-Saint-Laurent pour participer au plus gros salon de l'emploi à Montréal. Alors, nous en discutons avec Christian Fournier. Christian, les 11 et 12 octobre dernier, vous avez vécu une expérience hors du commun à Montréal, le plus gros salon au Québec, le Salon de l'emploi. Dis-moi, comment ça s'est passé exactement? Ça a très bien été. En fait, c'est un salon où toutes les régions administratives du Québec sont présentes. De plus en plus, il faut y aller pour se faire connaître. Exemple, nous, la Matapédia, quand on est arrivé là, quand on nommait la Matapédia, ben c'était pas une grosse partie des gens qui connaissaient où c'était. Il fallait avoir une carte et puis aussi situer la Matapédia. On disait que c'était à l'est du Bas-Saint-Laurent, tout près de la Gaspésie. Là, ça allumait des cloches un petit peu. Mais c'est certain que c'est important qu'on soit présent dans des événements comme ça pour que les gens situent la Matapédia et qu'on se fasse connaître. Nous, on est parti avec 32 offres d'emploi. On est revenu avec 34 CV. Donc, on a vraiment ciblé les personnes cette année. On ne voulait pas avoir des CV, être inondé d'une centaine de CV sans être certain que les gens savaient où c'était, puis qu'est-ce que la région avait à offrir. Donc, on était clair avec eux et réalistes qu'il n'y avait pas de transport en commun, que c'était à 7 heures de Montréal, qu'on avait tous les services qu'on avait besoin, mais on était réaliste avec eux que ça prenait une voiture. Par contre, on parlait des coûts de la vie qui étaient beaucoup moins élevés, puis on a ramassé les CV des gens qui semblaient très intéressés à vivre la région. Donc, jusqu'à maintenant, on a 14 gens de référés en entreprise, puis il y a déjà 2 entrevues de prévues. Donc, je suis très content des résultats jusqu'à maintenant. Puis, on va voir le résultat avec la suite des choses, là. Parle-moi des secteurs qui ont attiré des gens. Est-ce que c'est plus en agronomie, en restauration? On avait des secteurs très spécialisés. Par contre, restauration, c'est sûr qu'au Québec, il y a un manque partout. On a eu quelques CV d'aide cuisinière. C'est certain qu'il faut voir aussi les emplois, parce que quand c'est un emploi à temps partiel, faire déménager quelqu'un, c'est plus compliqué. Mais on avait beaucoup de gens en environnement, en génie aussi. On a un gros besoin d'ingénieurs dans le coin, à plusieurs niveaux. Puis, on a ramassé quand même plusieurs CV d'ingénieurs qui étaient intéressés à vivre la région. Donc, il y avait autant
d'offres d'emploi spécialisées que d'offres d'emploi non spécialisées, mais étonnamment, on a reçu plus de CV de gens qui avaient un emploi spécialisé, là. Ouais. Il faut dire aussi que pour attirer les gens, bien, il fallait faire partie d'un plus grand secteur. Vous avez décidé de vous unir à un plus grand secteur. Oui, cette année, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas été à la Matapédia seul. On est allé avec le Bas-Saint-Laurent. Donc, on avait la section Vivre et travailler au Bas-Saint-Laurent. Ce que ça l'a apporté, c'est que la conférence régionale de développement du Bas-Saint-Laurent a assumé une partie des coûts de promotion. Puis, il y a aussi une subvention du ministère de l'Immigration qu'on a reçue pour être présent là-bas. Donc, ça a diminué un peu les coûts qu'on avait à défrayer. Puis, là-bas, on a un plus grand impact, étant donné qu'on n'est pas seulement la Matapédia, mais tout le Bas-Saint-Laurent. Donc, les gens rentrent dans une allée qui est « Vivre et travailler au Bas-Saint-Laurent », c'est plaisant. Par contre, ce qu'on voit, c'est que toutes les régions sont présentes là. On doit vraiment se démarquer. Il faut trouver une stratégie pour se faire connaître et trouver une différence et se faire démarquer par rapport aux autres régions pour avoir un plus grand bassin de population à aller chercher, là. Comme par exemple ce qu'on a à offrir comme à Val-d'Irène, la qualité de vie, ces choses-là. Est-ce que c'est des points marquants qui attirent les gens chez nous? Vraiment. Nous, on avait des photos qui circulaient de la région avec des activités aussi. On parlait qu'on était, après le travail, à 15 minutes d'une plage, donc à Pointe-Fine. On était près d'un centre de ski, les grands espaces verts, le plein air. C'était vraiment des points attractifs pour les gens. Par contre, en me promenant un petit peu par la suite, j'ai vu que d'autres régions ont ça à offrir aussi. Donc, je ne veux pas être pessimiste avec ça, mais c'est pour dire qu'on doit aussi trouver d'autres méthodes de se démarquer parce que les coûts de la vie moins élevés, les maisons moins chères, le plein air, bien d'autres régions ont ça aussi à offrir. Donc, on doit l'offrir aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui va attirer le monde dans la Matapédia. Par contre, on doit trouver d'autres choses aussi pour aller plus loin, pour se démarquer différemment des autres régions. Et est-ce que c'est vraiment une méthode efficace, se déplacer à Montréal pour aller attirer des gens ici? Est-ce que ça pourrait se faire autrement? Parce que c'est quand même des coûts importants, même s'il y a du financement qui vient avec ça. Il faut quand même que la MRC défraie quelques coûts. Est-ce qu'on aurait pu attirer 34 CV ici d'une façon différente? On le fait différemment aussi. Moi, je pense que ça fonctionne dans un tout. En fait, c'est que toutes les régions sont là. Donc, si on n'y va pas, on va moins se faire connaître parce que c'est beaucoup des personnes immigrantes qui sont là ou des personnes de Montréal qui ne connaissent pas trop la région. Donc, pour se faire connaître, selon moi, c'est une très bonne méthode. Il y a d'autres salons qui s'en viennent, mais c'est un tout. Il faut voir avec d'autres stratégies aussi pour compléter. Tout est en complémentarité, en fait. Donc, moi, je pense qu'il faut y aller pour se faire connaître. Il y a d'autres stratégies à développer aussi, mais ça en est une bonne là, pour faire connaître la Matapédia. Et l'idée aussi de rencontrer d'autres régions, de pouvoir partager des trucs pour attirer des gens. Est-ce que vous avez rencontré justement d'autres régions qui vous ont été fructueuses pour attirer des gens justement ici? Bien, en fait, là-bas, on a vu Coaticook, on a vu on a vu toutes les régions avec leurs kiosques, donc ça donne des idées pour les prochaines fois aussi. On peut se comparer aussi un petit peu, voir comment... C'est sûr que si on ne va jamais voir des salons comme ça, on ne voit pas comment les autres se présentent également. Donc, en voyant ça, on peut se comparer puis voir une façon différente de se présenter. Donc, pour comparer nos stratégies, je pense que c'est une bonne affaire aussi, là. Et qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là, personnellement, là, avec tes prochaines rencontres? Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, moi, en fait, c'est qu'en revenant de la foire de l'emploi, j'ai contacté les employeurs qui avaient des CV dans leur offre d'emploi. Puis, j'ai aussi contacté les candidats pour ne pas apporter les offres d'emploi puis qu'ils soient plus intéressés à venir ici. Donc, j'ai validé l'intérêt. Là, ce qu'on fait, c'est que j'ai fait des contacts aussi avec les agences de régionalisation. Donc là, c'est de développer ça encore plus loin. Puis, à Montréal, je les ai rencontrés. Ils ont donné des bons trucs là, pour attirer les gens aussi, comment différencier les offres d'emploi,
Quoi marquer aussi à l'intérieur des offres pour attirer les gens, puis pour qu'eux les publient. Parce que certains critères qui font qu'ils ne les publient pas. Exemple, si le salaire est... Puis ça, c'est un peu normal, je peux comprendre, parce que c'est des déménagements, c'est des gros changements de vie. Si le salaire est trop bas, puis qu'il n'y a pas d'avantages qui vont compléter le revenu qui est bas, ils ne publieront pas. Ils ont un seuil, le salaire doit être... il y a un minimum de salaire pour être publié. Puis, pour publier qu'un salaire plus bas, ça prend des avantages qui vont compléter ça. Donc, c'est tous des trucs que j'ai appris, qu'on va développer par la suite. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent te contacter? Oui, sans problème, au 418-631-6617 ou encore par courriel au c.fournier@mrcmercemettapedia.qebec. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous. Bonne journée. Toujours à la MRC, nous avons également rencontré Stéphane Pinault qui nous parle de la fête des moissons. La fête des moissons qui avait lieu à Albertville. Dis-moi, comment que ça s'est passé cette année? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Oui, bien encore une fois, la fête des moissons, ça a été un événement magique. On a eu près de 150 personnes là, qui se sont déplacées à Albertville pour la 12e fête des moissons. C'était une très belle activité comme on aime la faire à chaque année pour souligner là, la contribution là, des bénévoles. Et cette année, c'était un record. On a souligné 27 personnes au cours de la soirée, 18 bénévoles un par municipalité, puis 9 bénévoles jeunes. Dis-moi comment la sélection se fait. Dans le fond, on lance un concours. C'est un concours qui est lancé au niveau dans les municipalités. Il y a un formulaire à remplir pour proposer des candidatures. Puis dans le formulaire, on demande les implications du bénévole. Puis, après ça, il y a une période d'ouverture de la candidature. Quand les candidatures se ferment, après ça, les municipalités regardent les candidatures qu'ils ont eues et ils choisissent soit la pige ou soit ils se font un petit comité de sélection là, pour désigner la personne là, qui va être soulignée lors de la fête des moissons. Donc, c'est une façon de pouvoir souligner là, des bénévoles qui s'engagent des fois depuis longtemps ou qui s'engagent, que c'est tout nouveau pour eux de s'engager dans leur communauté. C'est ça, des fois, ça peut faire longtemps ou d'autres fois, c'est intensément dans un projet, d'autres, ils s'impliquent partout. C'est difficile quand même de cibler des personnes. Oui, certaines municipalités se retrouvent des fois là, avec plusieurs candidatures parce que, les comités ont décidé aussi de souligner une personne qui s'est dévouée au cours de la dernière année ou au cours des dernières années. Ça amène une belle possibilité aussi pour les années futures de souligner d'autres bénévoles. Si une année, par exemple, on a eu plusieurs candidatures, bien, on le sait que l'année prochaine, si le bénévole n'a pas été retenu, bien, il est encore admissible parce que, dans le fond, on souligne beaucoup la contribution au cours de la dernière année, mais des fois, les municipalités se permettent aussi de dire, bien, on veut remercier quelqu'un pour les dernières années, pas juste pour la dernière année. Donc, ça permet de mettre l'accent sur le travail important qui est fait par ces gens-là là, dans leur milieu, là, pour dynamiser puis pour mettre de la vie dans la communauté. Et les personnes qui ont été sélectionnées ne savent pas avant d'aller au souper que ça va être elles. Bien, ils le savent quelques semaines avant. On s'assure, on essaye de les appeler un peu quelques semaines avant pour leur indiquer là, qu'ils ont été retenus. Les réactions sont différentes d'une personne à une autre. Les gens sont généralement en très grande... sont émus. Ils sont émus parce que ils font pas ça pour ça. Ils font pas ça pour avoir des éloges ou pour être reconnus là, par leur communauté. Donc, généralement, c'est de la surprise quand les conseillers locaux et territoriaux qui travaillent avec ces gens-là les appellent puis leur disent « C'est vous qui avez été nommé bénévole de l'année ». Bien, généralement, les gens sont « Ah ouais, ben là, moi... » tu sais, les gens, des fois, ils considèrent même qu'il y en a d'autres qui pourraient le mériter plus qu'eux. Mais faut toujours le voir comme c'est une marque de confiance de gens dans la communauté envers l'action qui est faite par cette personne-là. Donc, non, ça amène des beaux moments. Puis les gens, la fête des moissons, c'est très festif, c'est très... c'est pas guindé du tout, là. C'est une belle fête conviviale qu'on fait ensemble. Puis lorsque les bénévoles arrivent à la salle, on leur épingle une petite fleur
ici pour démontrer là, que c'est le bénévole de l'année. Donc, il y a comme une certaine marque là, de reconnaissance qu'on veut leur faire faire, puis on veut leur souligner qu'ils agissent de façon à amener beaucoup de bonheur dans leur communauté. Puis en plus, ben c'est beau, c'est un cadeau que vous leur offrez d'être sélectionnés, mais le souper est défrayé aussi. Donc c'est vraiment un beau cadeau tout ça. Là. Oui. On commence la soirée avec le repas. C'est un repas sous style buffet. Cette année même, il y a eu un potage qui a été servi, là, un potage aux champignons, aux pleurotes. On essaie toujours de... Ce qu'on veut, c'est que les gens arrivent, qui se sentent bien, on leur donne un repas, puis après ça, on peut lancer la soirée en tant que telle, puis souligner vraiment le travail des gens. L'action de la Fête des moissons, ça a changé avec les années. Là, c'est la 8e année qu'on souligne les bénévoles. Au départ, on soulignait un peu plus les projets qui étaient réalisés dans le cadre du pacte rural à l'époque. Puis on a viré l'accent vers les gens parce qu'on trouvait que c'était... oui, les projets, mais c'est les gens derrière les projets. C'est les gens qui les montent, les projets, puis c'est les gens qui contribuent à leur communauté. Donc, on prend soin d'eux, dans le fond. C'est ça qu'on fait. La Fête des moissons, c'est on essaie de prendre soin d'eux. On les accueille, on leur donne un bon petit repas à prendre, puis par la suite... on fait complètement toute la soirée autour de la reconnaissance là, du travail bénévole. Bien, c'est beau du bénévolat, mais des fois, une petite tape dans le dos, ça fait du bien. L'an prochain, ça va être où? Oui, bien, à chaque année, on fait la pige. Donc, ça fait 12 fêtes des moissons qu'on fait dans une différentes municipalités. Donc là, il restait seulement 6 municipalités. On a fait la pige et c'est Saint-Damas qui va accueillir la Fête des moissons. Les 3 dernières années, on était dans le secteur est de la Matapédia. Là, on s'en va dans le secteur ouest. Je pense que les gens du secteur ouest vont être heureux. Donc, on est très heureux d'aller à Saint-Damas puis de se promener. C'est important pour la MRC, dans le cadre de la Fête des moissons, d'aller dans chacune des communautés puis de se permettre de faire une belle fête pour le monde rural, pour le monde de nos communautés. Puis on a hâte d'aller... on n'est pas encore en préparation de l'édition 2019 parce que la 2018 vient de terminer, mais on sait déjà là, que 2019 va être une belle activité à Saint-Damas. Et est-ce que les mises en candidature peuvent déjà être faites? Ça va aller un petit peu plus tard. On a encore à valider le moment opportun là, pour lancer le concours. Cette année, on l'a lancé un petit peu plus tôt. On va voir là, si on va encore une fois le lancer. On l'avait lancé plus dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. On va voir si on va encore faire sous cet angle-là. On va en discuter au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Alors, s'il y a des municipalités qui veulent avoir plus de détails, peuvent te contacter? Ils peuvent me contacter à la MRC ou ils peuvent contacter leur conseiller en développement local et territorial là, à la MRC de Matapédia ici, là, au 418-629-2053. Alors, merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est le grand retour de la chronique Le temps d'un popcorn avec Marie-Michel Voyer du Cinéma Figaro. On vous présente la programmation du cinéma répertoire du mois de novembre. Et aussi, ne manquez pas le film qui vous sera présenté dans le cadre de Passeport pour le monde. Bon popcorn, bon cinéma. La programmation du Cinéma Figaro pour le mois de novembre au cinéma de répertoire qui est de retour cette année. Donc, un film par semaine, tous les dimanches 15h30, les lundis 15h30 et 19h, ainsi qu'un mardi sur 2 à 10h et tous les mardis à 17h15. Ne manquez pas le Ciné-Poupon un mardi sur 2. Donc, vous seront présentés pour le premier film de novembre, Drôle de père, qui est une comédie française qui raconte l'histoire d'un papa qui n'a jamais voulu s'occuper de sa fille. Il débarque chez son ex qui doit partir à la course et finalement se retrouve à garder sa fille pendant quelques semaines, à devenir un père. Et donc, c'est une histoire touchante qui raconte la rencontre du père et de la fille. Ensuite, vous pourrez voir L'intérêt de l'enfant, un drame un peu plus... j'allais dire corsé, un peu plus sérieux, où on va voir une juge qui doit trancher dans le dossier d'un enfant témoin de Jéhovah qui refuse une transfusion
sanguine qui pourrait lui sauver la vie. Ensuite, vous pourrez voir La douleur, un autre drame au temps de la Deuxième Guerre mondiale qui raconte l'histoire d'un disparu, de sa femme, de sa grande recherche pour le retrouver. Et finalement, notre dernier film de novembre sera La librairie de Mademoiselle Green. Et là aussi, on est dans quelque chose d'un peu plus léger. Donc, je vous invite à venir voir les films de ciné-répertoire. Puis finalement, du côté du Passeport pour le monde, vous pourrez voir la route 66. Donc, c'est un road trip, en fait, sur la route mythique 66 des États-Unis qui vous sera présentée samedi le 14 novembre à 15h30, ainsi que mardi le 17 novembre à 19h30. Pour connaître tous les détails, surveillez la programmation complète, cinémafigaro.ca ou sur notre page Facebook Cinéma Figaro Amqui. Bonne semaine! Chaque année, la Maison des Jeunes d'Amqui, la Jeunatech, se métamorphose en maison hantée à l'Halloween. Nous avons assisté à leurs préparatifs. Nous sommes à la Maison des Jeunes, la Jeunatech d'Amqui, avec Claudie Côté-Morin. Bonjour, Claudie! Bonjour! On est en pleine préparation de la Maison hantée qui aura lieu le mercredi, le 31 octobre. Directement à la journée de l'Halloween. Peux-tu nous parler un petit peu de ce soir, qu'est-ce qui se passe ici? Bien, ce soir, c'est l'enfer, dans le fond. Il y a beaucoup de bénévoles des jardins qui viennent gracieusement nous aider. On va aussi avoir la présence d'Alex Nevsky, qui n'est pas encore arrivé, mais qui se fait attendre pas possible. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Il y a plusieurs comités. Il y a les bonbons, il y a les citrouilles, il y a faire des espèces de murales pour décorer. Il y a toutes sortes de choses. Puis, dans le fond, c'est ça. La maison hantée va avoir lieu mercredi le 31. Puis, la petite affaire qui a changé cette année, c'est que le coût va être de 2 $ parce que ça nous aide à financer notre voyage de fin d'année. Oh, donc, OK. Peu importe, n'importe qui, n'importe quel âge, on arrive ici le 31, on rentre, on donne un petit 2 $. Puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On descend dans le sous-sol? Qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, l'entrée va être comme un peu fermée. Quand les jeunes arrivent, dans le fond, indépendamment du groupe d'âge, la personne à l'accueil décide comme d'un code de couleur. Fait que c'est un peu la même chose que des feux de signalisation. Fait que pour les plus petits, c'est code rouge. Ça veut dire que là, les comédiens sont avertis. C'est des babayes, c'est tranquille. Jaune, c'est plus modéré. Puis vert, ben là, ils se donnent à fond. Là. Okay. Ouais. Donc, c'est par groupe, en fait, qu'on va se promener dans votre maison hantée. Ouais, c'est ça. On attend qu'il y ait des batchs. Puis si on se compare aux autres années, là, ça frise à peu près là, 235 personnes quand même. OK. Puis en même temps, vous donnez des bonbons. Oui, à la fin, on donne des bonbons. Pour ceux qui ont réussi la maison hantée. Oh non, les autres aussi, on leur donne des bonbons. OK. Donc, moi qui est très peureuse, je peux venir à la maison hantée puis dire rouge, puis tout va bien aller. Ça va bien aller, normalement. Bien, il y en a qui font pas le parcours, il y en a qui descendaient même pas en bas, mais quand même. OK. Ça implique beaucoup de jeunes, en fait, des bénévoles avant et pendant la soirée aussi? Bien, c'est beaucoup de préparation parce qu'au mois d'octobre, là, déjà, les premières semaines, on commence à faire des conseils jeunes. Fait que là, c'est pas des conseils qui sont fermés, c'est ouvert aux jeunes, dans le fond, qui ont le goût de s'impliquer cette soirée-là. On sort des idées, on décide du thème, on regarde le matériel qu'on a, qu'est-ce qui nous manque. On fiche des fiches d'inscription pour savoir les rôles, qui va jouer quoi. Fait que c'est quand même là, long. Là, on a travaillé beaucoup là, dans la théorie, mais là, en soir, on est dans la pratique, puis c'est ça. Oui, parce que j'imagine que vous avez comme quelques jours seulement pour monter votre décor. Là. Vous ne pouvez pas monter ça le 1er octobre. Là. Bien, c'est ça. Il y a des années précédentes qu'on montait ça plus rapidement. Mais là, le problème, c'est que comme le sous-sol, là, il est complètement désert. Fait que là, on peut plus jouer à Wii, on peut plus jouer au ping-pong. Le local de musique est fermé. Fait que là, c'est comme un peu plate. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de faire ça comme bien condensé. Fait que ce soir, c'est comme tout désigné. Là. On profite de l'aide qu'on a, de l'aide massive. Bien, merci beaucoup. Je souhaite un joyeux Halloween. Oui. Merci beaucoup. Isabelle, c'est la semaine de la coopération et Desjardins a décidé de s'investir dans la communauté cette année. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi votre démarche? D'année en année, on veut s'impliquer auprès des jeunes matapédiens. La jeunesse, on l'a vraiment à cœur chez Desjardins. Et cette année, les organismes qui s'impliquent auprès des jeunes pouvaient s'inscrire sur une plateforme en ligne pour avoir des bénévoles de l'équipe de Desjardins. Donc, la Maison des jeunes d'Amqui s'est inscrite pour préparer sa maison hantée. Alors, ils avaient besoin de bénévoles le jeudi soir, le vendredi, le samedi pendant la semaine de la coopération. Puis nous, bien, on est venu donner un coup de main là, pendant la semaine de la coopération pour préparer la maison hantée pour l'Halloween. Et là, il y a quelque chose de spécial qui se passe ce soir. C'est comme effervescent. Ici, on a une invitée de marque.
Oui, alors on a eu Alex Nevsky qui est venu nous voir à Amqui. Pourquoi? Parce que, dans le fond, Desjardins voulait montrer un petit peu partout au Québec ce qui se faisait comme initiative auprès des jeunes, comme bénévolat par les employés. Puis Alex Nevsky était le porte-parole un petit peu de la Semaine de la coopération puis de l'engagement auprès des jeunes. Alors, ils ont vu qu'on venait faire du bénévolat à la Maison des jeunes et nous ont envoyé Alex Nevsky avec une équipe de tournage. Ça va paraître un petit peu partout sur les médias sociaux. Puis on est vraiment fiers de ça parce qu'Alex Nevsky, il est vraiment apprécié des jeunes. Puis en plus, bien, qu'on puisse faire rayonner notre belle Matapédia, puis surtout l'engagement de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia dans son milieu, c'est vraiment une belle fierté pour nous aujourd'hui. Puis, est-ce que Desjardins fait d'autres activités dans le cadre de la Semaine de la coopération? Oui, on a toujours la nomination de notre employé coop. Cette année, c'est Nelson Roy. Dans le fond, l'employé coop, c'est quelqu'un qui démontre les valeurs coopératives au quotidien dans son travail, qui est impliqué à la caisse. Et Nelson a été élu par ses pairs. Donc ça, c'est super plaisant. C'est une belle reconnaissance. Également, on a lancé le prix Fondation Desjardins. Les organismes jeunesse, d'ailleurs, je lance une invitation jusqu'au 5 novembre. Les gens peuvent s'inscrire sur le site de la Fondation Desjardins. Un projet qui touche la persévérance scolaire, l'entrepreneuriat jeunesse. Et il y a jusqu'à 3 000 $ à gagner. Donc, on a fait le lancement officiel de ça cette semaine. Ça aussi, c'est vraiment un beau prix. Et bien, finalement, on va terminer la semaine avec une implication auprès du club de ski de fond Mont-Climont. On va aller faire un petit peu de nettoyage de sentier, toujours là, par des bénévoles de Desjardins. Bien, merci Desjardins d'être dans la Matapédia puis de faire partie de la vie de pas mal tout le monde ici. Je te souhaite un bon sac de bonbons encore, Isabelle. Merci. Merci à nos 19 000 membres de nous faire confiance. Puis bravo à tous les jeunes pour la maison hantée de la Maison des jeunes d'Amqui. Merci. Nous rencontrons maintenant Pascal Saint-Amand qui nous annonce le retour du Salon des artistes et artisans. Pascal, c'est le retour du Salon des artistes et artisans cette année. Dis-moi, quand est-ce que ça va se passer? C'est la 19e édition cette année en 2018. Ça a lieu le vendredi 2 novembre de 18h à 21h et puis les samedis, dimanches 3 et 4 novembre de 10h à 17h. Donc, cette année, on attend encore une quarantaine d'exposants qui vont venir pendant ces 3 journées-là présenter leur création aux visiteurs matapédiens et aux visiteurs de l'extérieur. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on ramène encore la formule de partenariat avec le marché public matapédien. Donc, on a 8 exposants dans le secteur agroalimentaire qui sont réunis dans une zone marché public. Donc, pour nous, ça bonifie l'offre du salon. Et puis, comme par le passé aussi, on a des activités familiales, des activités grand public qui vont se tenir pendant le salon. Le vendredi soir à 19h, il y a un conte en pyjama avec l'escouade du livre de Cosmos. Donc, pour les tout-petits, ça va être un moment pour venir se faire raconter des histoires, fouiller dans les livres, pendant que les parents, peut-être, vont circuler dans le salon. Le samedi en après-midi, on reçoit Madame Kivan, qui est du Kamouraska, qui est une passionnée de vannerie. Donc, la vannerie, c'est l'art de tresser des objets avec des bouts de paille, notamment. Donc, elle va venir donner des ateliers, partager son savoir-faire pendant toute l'après-midi. Puis, le dimanche, on accueille le Cercle des fermières d'Amqui qui fête son centenaire cette année. Ils vont venir partager justement leur savoir-faire, leur expérience, montrer les techniques qu'ils maîtrisent, puis dont ils sont un peu les gardiennes, puis les transmetteuses, si je peux dire, vers les jeunes générations. On va pouvoir essayer, nous aussi. Ils vont avoir l'occasion justement d'enseigner les techniques, d'essayer les gens à manipuler les objets, les appareils, les matériaux. Donc, dans le courant d'après-midi, on va les accueillir, puis ça va leur donner aussi l'occasion de parler de leur historique, de l'histoire, de leur importance à Amqui dans la Matapédia pour leur centenaire. Ils vont avoir des différents panneaux explicatifs là-dessus. Et on peut encore payer par carte de crédit si on veut. Oui, pour les visiteurs, on offre le paiement par carte de crédit pour tous les exposants qui veulent adhérer à ce système-là. C'est facilitant pour tout le monde. Ça permet de faire son magasinage plus facilement. Puis pour les exposants, ça permet aussi d'avoir des ventes supérieures puis de s'assurer que toutes les personnes qui viennent puis qui sont émerveillées devant les produits qu'ils offrent, de pouvoir les acquérir. Et ça se fait pas tout seul, ça, évidemment. On a besoin de financement. Oui, bien en fait, l'organisation du salon, c'est coordonné par la MRC de la Matapédia puis la SADC de la Matapédia. Puis on a aussi le soutien de la Ville d'Amqui, de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia et du bureau du député fédéral Rémi Massé. Donc, on invite vraiment les gens à venir au salon. L'accès est gratuit.
autant pour venir visiter les exposants que pour participer aux activités. Donc, on espère que la population va être là en grand nombre. Malgré la tempête, des fois. On a eu des éditions où la neige s'est mêlée de ce qui ne la regardait pas. On espère cette année qu'on va avoir du beau temps et que tout le monde va pouvoir prendre la route puis venir visiter le salon. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Le 18 octobre dernier, mes collègues sont sortis dans la tempête pour couvrir l'événement sur le web. Étonnamment, le Journal de Québec a partagé notre lien et Météo Média nous a demandé nos images pour les commenter sur leur site web. Avec 64 000 clics sur notre vidéo, plusieurs parmi vous l'ont déjà vue, mais vous pouvez faire partie des rares qui la découvriront à l'instant. Jeudi 18 octobre 2018, c'est une véritable tempête de neige qui a surpris les Matapédiens ce matin. Comme vous pouvez constater derrière nous, les accumulations déjà sont considérables. On parle de plusieurs centimètres, là, presque 6 pouces facilement à différents endroits. La circulation est très difficile ce matin. Soyez prudents. Déjà, de nos bureaux de la TVC situés ici le long de la 195, on a vu passer les premiers secours, le camion de pompiers. Les premiers répondants ont été sollicités plus qu'une fois ce matin. On a entendu à au moins 3 reprises les véhicules passer. Donc, prudence sur les routes, d'autant plus que la plupart des gens ont encore leurs pneus d'été. On se fait un peu surprendre ici un peu partout sur le territoire matapédien. Donc, faites très attention à vous. Si vous n'avez pas à sortir de façon obligatoire, restez chez vous ou privilégiez le transport en commun avec quelqu'un qui aurait eu la brillante idée de chausser les pneus d'hiver avant aujourd'hui. En devenant membre de la TVC, vous contribuez à maintenir un véritable outil d'animation, d'information et de développement du milieu matapédien. Vous assurez la survie de notre organisme. Vous contribuez au maintien de 4 emplois dans la Matapédia. Vous démontrez votre soutien au seul média 100% matapédien. En devenant membre de la TVC, vous nous permettez de nous développer pour vous offrir du contenu de qualité et de nouvelles productions originales. Avec Infoman, le Journal de Québec et Météo Média, on commence à se faire connaître. Si vous avez d'autres sujets captivants à nous proposer, écrivez-moi à journaliste@tvcmatapedia.com ou téléphonez-moi au 88 629 4503. Et pour qu'on puisse continuer à travailler pour vous, jouez au Télébingo ce dimanche à 12h30. Et justement, notre vedette du Télébingo, Christo, se retrouve dans un cabaret littéraire avec d'autres jeunes de son âge et ça s'appelle « Dans la peau des mots ». Vous pourrez l'écouter cette fin de semaine. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.